Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Le Festival des langues est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre entre Laure de Chantal et Jean-Louis Poirier sur un thème absolument passionnant, les catastrophes naturelles et les merveilles mythologiques. Alors peut-être, avant de laisser nos deux invités introduire ce sujet par eux-mêmes, je voulais juste faire une introduction moi-même, peut-être pour dire qu'il s'agisse de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, d'épidémies ou de tsunamis, ou même toute autre sorte de catastrophes. Ces catastrophes ont marqué les esprits dans l'Antiquité, au moins autant que les chairs. Que l'on parle de tremblement de terre de Sparte en 464 avant Jésus-Christ, ou de l'éruption du Vésuve, évidemment, connue de tous, qui a enseveli Pompéi et Herculanum en 79 après Jésus-Christ, ou bien de certaines crues du Nil, particulièrement meurtrières. Ces catastrophes ont donné lieu à toutes sortes de textes écrits par des hommes au profil très divers, philosophes, poètes, géographes, avocats, hommes d'église, et ce sont donc des regards très différents qui sont portés dans l'Antiquité sur ces événements, avec des intentions, à chaque fois évidemment, singulières qui guident la plume de ces auteurs. Alors parmi les 1000 questions que l'on se pose et que l'on posera à nos invités en pensant à ces catastrophes, il en est une qui s'impose évidemment immédiatement. Ces catastrophes, précisément, étaient-elles regardées comme des phénomènes naturels ou bien les dieux s'en étaient-ils mêlés? Et d'ailleurs, la question doit-elle vraiment être posée ainsi? La distinction dans l'Antiquité entre ce qui relève de la physique et ce qui appartient aux religieux a-t-elle un sens à l'époque dont nous parlons? Et si elle n'en a pas, quelles sont les implications que cela pouvait avoir sur la manière dont on expliquait ces phénomènes et éventuellement la façon dont on cherchait à s'en protéger, voire à les prévoir? Et bien sûr, autre question, comment tout simplement à l'époque percevait-on les mythes eux-mêmes? Alors, avec autant ces questions passionnantes que nous allons explorer avec nos deux invités, laissez-moi vous les présenter. Laure de Chantal, bonjour. Vous êtes Bonjour. normalienne et agrégée de lettres classiques. Et Jean-Louis Poirier, vous êtes philosophe. Merci à tous les deux de nous permettre de trouver un éclairage sur ce thème absolument passionnant et finalement très peu évoqué d'une manière générale, notamment dans les médias, mais aussi sur beaucoup d'autres réseaux. Alors bonjour et je vous laisse introduire vous-même ce sujet. Laure de Chantal, est-ce que vous voulez démarrer? Oui, moi je vais commencer par vous parler d'un monstre qui est à la fois un dieu, qui est Typhon ou Typhée selon l'orthographe qu'on choisit. Orthographe qui n'est pas celle qu'il y a sur le programme. Typhon ne s'écrit pas comme Typhon tournesol, je vous rassure. Voilà. Mais bon, avec deux H pour du grec, ça fait toujours plus chic. Donc Typhon est un monstre, Typhon est un dieu, et Typhon correspond en fait à deux termes qui sont deux catastrophes aussi, enfin, deux catastrophes. On peut le concevoir d'abord comme le typhon qui donne le typhon, l'ouragan, les vents qui tournent, ou bien le typhon qui donne l'émanation de l'épidémie ou l'émanation qui provient de la terre. Donc, ce monstre est quelque chose de très particulier dans la mythologie parce qu'il apparaît à la fois au début et à la fin de la période pour laquelle on a des textes. Il nous montre quelque chose de très important du point de vue de notre compréhension du mythe, qui est que le mythe, malgré toutes ses versions, puisque là je vais en parler un tout petit peu plus après, le mythe a une fonction qui est de représenter, voire d'expliquer pour les esprits les plus rationnels, mais au moins de représenter et de mettre un nom, une forme, une histoire sur ce qui est d'expliquer d'une certaine manière ce qui est inexplicable. Et parmi les choses qui sont inexplicables, il y a justement les catastrophes naturelles par excellence. Donc, des mythes pour relater les catastrophes naturelles, il y en a plein. Pour deux raisons, à mon avis. La première est que la catastrophe naturelle étant quelque chose qui ne devrait pas arriver finalement, mais qui arrive, a ce caractère d'inexplicable parce que c'est un bouleversement, c'est parce que c'est quelque chose qui nous choque, c'est la météorite qu'on prend et on ne sait pas pourquoi.
mais aussi du point de vue scientifique, qui est un autre aspect fondamental, à mon avis, de la mythologie, qui est que quand on n'a pas encore mis les chiffres, les lois, les mots, tout ce qui peut servir à rationaliser, les théorèmes, eh bien, on choisit un mythe pour expliquer quelque chose, qui est le cas, là, typiquement pour Typhon, Typhée, qui va expliquer, qui va être une explication, un nom donné au fait qu'il y a des ouragans. Mais bon, d'abord, qui est Typhon, qui est Typhée, parce que ce n'est pas le monstre le plus connu, je pense, de la mythologie, surtout s'il y a des lycéens qui écoutent. Quoique, Typhon est un monstre qui a énormément inspiré dans toute la période. Et on le retrouve évidemment en peinture, hein, sur la frise de Beethoven, la frise Beethoven de Klimt. Mais on le retrouve également dans certains jeux vidéo et puis dans certains mangas. Alors, je vais vous parler ni de Klimt, ni de jeux vidéo, ni de manga, parce que c'est pas mon rayon de bibliothèque, voilà. Mais je vais vous parler un petit peu de la présence de Typhée dans l'Antiquité. Typhée comme source d'inspiration qui a servi pour quel auteur à faire de la géographie, pour quel auteur à faire des généalogies, et pour quel autre de l'épopée et de la poésie. Donc, on le trouve naturellement, d'abord chez les auteurs grecs, puisqu'ils précèdent dans la période, et notamment chez un auteur fondamental qui est Hésiode. Hésiode qui raconte la création du monde. On le trouve aussi chez Homère, on le trouve chez Strabon, on le trouve chez Platon, et on le trouve chez un auteur beaucoup moins connu de la fin de la période. D'abord un auteur alexandrin qui est Apollonios de Rhodes, ensuite Nonos de Panopolis. Et ensuite pour les Romains, parce que pareil pour le public des lycéens, et même pour tout le monde, bon, qui écrit en latin, qui écrit en grec, c'est quand même un petit peu important de les situer, Ovide et Virgile. Donc à ce stade, j'ai besoin que vous me disiez si j'ai un temps de parole encore un peu long pour parler du mythe et juste le raconter ou pas. Si bien sûr, bien entendu. Donc, l'histoire de Typhon, d'abord, je vais raconter les deux principales versions, sans me partir dans quel auteur c'est, les petites variantes et tout. Donc, d'abord, chez la première version, qu'on dit la première parce que dans la temporalité de la mythologie, c'est-à-dire le temps des dieux qui va mener ensuite au temps historique. Là-dessus, je peux vous renvoyer à un excellent article de Jean-Pierre Vernant sur la conception du temps. Dans la version hésiodique, Typhon intervient avant la version homérique. Donc, dans la version hésiodique, Typhon est un monstre qui est une émanation, une création de Gaïa. On peut dire un enfant de Gaïa. Gaïa, c'est la Terre, celle dont nous sommes tous nés. J'attire aussi votre attention sur le fait que dans la mythologie grecque, le principe créateur, celui qui est le créateur, est en réalité une créatrice, puisqu'il s'agit de Gaïa, la Terre. Donc, Gaïa, qui a donné lieu à tout le monde, à toutes les générations de titans et ensuite de dieux, est en colère contre Zeus parce que Zeus, qui représente l'ordre des Olympiens, donc l'ordre dans lequel nous devons nous inscrire, Zeus a vaincu et a mis au Tartare, donc aux enfers, les titans et les géants, donc qui sont ses enfants. Le Tartare étant les enfers de l'Antiquité. Donc, pour se venger, elle fait cette dernière émanation, ce dernier enfant, qui est Typhon, qui est un monstre absolument terrible. Et comme souvent dans la force du texte poétique, il est irreprésentable par un dessin. Il est tout, en fait, tout du monstrueux. C'est-à-dire qu'il a plusieurs voix, plusieurs têtes absolument horribles, et surtout, il siffle. D'où l'interprétation de Typhon comme d'un dragon, et notamment par la suite le dragon du Jardin d'Éden, en fait, l'esprit maléfique. Et il est colossal et très puissant,
si bien qu'il est en passe de vaincre Zeus. Et Zeus ne s'en sort que grâce à... Parce que le monde va s'écrouler. Le monde au sens de notre terre, notre ordre, l'ordre des Olympiens, notre civilisation, notre monde va s'effondrer. Et Zeus est sur le point d'être perdant. Et il est sauvé par Hermès, donc un autre de ces Olympiens, qui lui recommande de couper les tendons de Typhon, qui se retrouve à terre et ne peut plus rien faire. Il ne peut plus marcher, il est immobilisé. Donc c'est une forme de prise de judo un peu poussée. Il le met à terre, il lui enlève les tendons, il compte jusqu'à 10 et c'est bon, l'autre est dominé. Et il l'enferme chez Hésiode, il l'enferme dans le Tartare et Typhon est à l'origine des vents mauvais qui viennent des profondeurs du Tartare. Ça, c'est pour la première version. Pour la deuxième version qu'on retrouve dans un hymne homérique, donc ce qui est appelé la version d'Homère, bien que les hymnes d'Homérique, on sait une chose, c'est qu'ils ne sont pas d'Homère, hein, voilà. On pourrait dire d'eux qui sont juste dignes d'Homère parce qu'ils sont très beaux. Donc, dans l'hymne homérique à Apollon, la deuxième version, je dis parce qu'il y en a d'autres, mais celle-ci est quand même la principale. La deuxième version est celle où Typhon naît de, pareil, une forme de naissance, naissance par une seule personne, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un autre principe pour qu'il y ait naissance, de Héra, qui cède pour cela en frappant la terre. Donc, à nouveau, on retrouve la figure de Gaïa. Et là, Typhon est créé parce que Héra, toujours par vengeance, veut se venger toujours de Zeus, mais du fait qu'il a donné naissance tout seul à Athéna. Donc Athéna, la déesse de la guerre et de la raison dans l'Antiquité. Donc, et pareil, s'ensuit une guerre vraiment très impressionnante. Et là, la seule qui reste, qui ne fuit pas l'Olympe, parce que tous les dieux s'en vont, est Athéna, qui aide son père et qui aide à vaincre Typhon. Typhon étant là, enfermé dans l'Etna, le volcan, qui donne naissance à l'idée d'un mythe de l'origine du volcanisme. Donc, dans ces deux mythes, qui sont là pour représenter quelque chose, pour représenter en l'occurrence quelque chose des catastrophes, de l'ordre des forces catastrophiques nous venant de la Terre, j'insisterai d'abord sur un point qui me semble le plus important, parce que toutes ces différentes versions font naître, mettent en lumière ce qui est important et ce qui est le même dans le mythe, puisque la pluralité des versions fait au contraire jaillir la chose identique. Dans les deux cas, on a la présence de Gaïa et l'opposition, une guerre, entre les forces issues de la Terre et les forces qui sont l'olympisme, c'est-à-dire nous, la civilisation. Donc il me semble que le mythe de Typhon est très important pour poser justement une réflexion sur les catastrophes naturelles, enfin, entre autres sur les catastrophes naturelles, mais au moins pour poser la réflexion entre la civilisation et la nature, comment on répartit les choses, qui domine, est-ce qu'il doit y avoir un rapport de domination ou au contraire, est-ce qu'il doit y avoir d'abord l'un puis l'autre ou au contraire les deux qui marchent en même temps. Donc ce mythe-là a une importance, à mes yeux, vraiment très importante par rapport à toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui concernant la Terre et l'écologie, parce que ce mythe met en avant le rapport entre l'homme en tant que civilisé, on va dire, et la nature. Il pose aussi naturellement la question du mal, montrant une des choses qui est très importante aussi, à mon avis, dans la pensée grecque, c'est que le mal est conçu non pas comme quelque chose forcément en nous ou démoniaque, mais plutôt l'idée qu'il est l'empêchement d'une progression et un retour
un retour en arrière, un retour justement aux forces, on va dire, de la pulsion et de la terre et de la pulsion un peu incontrôlée. C'est pour ça qu'on a une référence qui est aussi, je pense, importante sur Typhon chez Platon, qui compare Typhon à l'ouragan des désirs que nous pouvons avoir dans notre âme. Donc voilà, un mythe qui, à mon avis, met en place la relation entre l'homme et enfin, entre la civilisation et la nature, et un mythe qu'on retrouve dans toute la littérature antique, sous diverses formes et pour donner diverses explications. Ça peut être des explications philosophiques, comme on vient de le dire chez Platon, ou des explications physiques ou géographiques ou poétiques ou même théogoniques sur l'origine de l'humanité. Voilà. Merci beaucoup, Laure de Chantal. On voit déjà apparaître des questions assez fondamentales sur ce sujet, à savoir qui parle, c'est-à-dire qui raconte le mythe et quelles sont les intentions derrière son projet, et puis comment est-ce que ces mythes continuent de nous parler aujourd'hui. Jean-Louis Poirier, à votre tour de faire votre introduction. C'est très difficile de s'exprimer après Laure, mais enfin on va tout de même essayer. Je vais essayer de rebondir sur le personnage de Typhon en essayant de répondre justement à la question par laquelle vous avez commencé, qui a ouvert cette séance, à savoir, est-ce que les catastrophes naturelles sont naturelles ou viennent des dieux? Alors, je vais évidemment y répondre d'une façon très générale, qui admettra sans doute beaucoup d'exceptions ou de nuances, mais l'exemple de Typhon nous intéresse puisque Typhon, c'est pas seulement le dieu dont Laure nous a si brillamment parlé, c'est aussi un phénomène naturel relativement connu, c'est une forme d'ouragan, et à ce titre, c'est bien l'élément d'une catastrophe naturelle. Alors, ce dont il faut se souvenir, le principe général, encore une fois, général, donc admettant des exceptions, c'est que les dieux dans l'Antiquité grecque, dans la mythologie grecque, traduisent ou sont presque toujours associés à des phénomènes naturels, ou pour le dire plus précisément, à des forces de la nature, que ces forces de la nature soient, comment dirais-je, apaisantes, utiles, ou au contraire, catastrophiques. Mais une fois qu'on a dit ça, on a un élément qui est vraiment très très général, mais qui ne suffit pas, puisqu'il y a énormément de, comment dirais-je, de différences, de distinctions. La mythologie est quelque chose d'extrêmement varié. Et ce qui est intéressant dans le travail qu'on va essayer de faire ce matin, à mon avis, c'est que nous sommes à la rencontre d'un très grand nombre de savoirs ou de sciences. C'est-à-dire nous rencontrons à travers la question de la mythologie, en articulant les questions de la mythologie des dieux et des catastrophes naturelles, nous sommes à la rencontre de plusieurs sciences, que ce soit la géologie, que ce soit la géologie préhistorique, que ce soit la physique, que ce soit maintenant, d'un autre côté, la littérature, que ce soit la poésie, que ce soit la philosophie, que ce soit même, je voudrais prendre un exemple qui va encore rattraper Typhon, que ce soit même la politique. Et l'exemple que je voudrais développer rapidement, parce que je pense qu'il est important que nous puissions aborder les questions qui surgiront, c'est l'exemple de l'Atlantide. L'Atlantide, bon, c'est quelque chose qui est de nos jours plus ou moins dans toutes les mémoires. Enfin, il y a eu beaucoup ne serait-ce que des bandes dessinées, des films, toutes sortes d'évocations de cette histoire de l'Atlantide. Nous avons affaire là à quelque chose qui nous fait voir la complexité du mythe, puisque c'est bel et bien un mythe. C'est-à-dire, d'un côté, il semble, c'est quelque chose qui a été démontré de manière définitive par Pierre Vidal-Naquet, ça n'a jamais eu lieu, ce genre de catastrophe, c'est entièrement une fable. Bien. Maintenant, si nous prenons les choses, comment dirais-je, d'un point de vue un peu différent, il y a un aspect qui, sans être nécessairement celui de l'Atlantide, a évidemment eu lieu et a lieu encore, à savoir celui
des cités englouties, ou même celui des continents submergés, enfouis. Ce genre de catastrophe, ce genre de cataclysme est évidemment quelque chose qui a eu lieu et qui a lieu peut-être plus encore que, j'allais dire, que de nos jours dans la Grèce antique, puisque, dois-je le rappeler, nous avons eu entre moins 19 000 à peu près et le début de notre ère, nous avons eu, grosso modo, une phase de réchauffement climatique considérable. Alors, ce n'était pas dû aux automobiles, mais ça a tout de même eu lieu. Et ce n'est pas non plus les avions, mais il y a eu donc un réchauffement climatique considérable qui a entraîné une montée des eaux de plusieurs centaines de mètres, donc quelque chose d'inimaginable et qui est facile à imaginer puisqu'il en est résulté le dessin actuel de nos côtes et de la Méditerranée, ce qui, avant moins 10 000, ce n'était pas du tout. La Méditerranée était presque à sec. Les principales îles n'étaient pas des îles, mais étaient reliées au continent, etc. Donc, il y a eu une catastrophe, ça s'est étalé sur plusieurs millénaires, mais il y a eu bel et bien des continents engloutis et des montagnes qui ont surgi à côté de cela. Alors, l'Atlantide, tel que ça nous est raconté par Platon, et par Platon seulement, puisque les autres auteurs qui parlent de l'Atlantide, en fait, se réfèrent à Platon. C'est une invention de Platon. Mais l'Atlantide, c'est d'une part un continent englouti, mais c'est aussi, et c'est par là, je voudrais évoquer le cas de Typhon, si bien dessiné par Laure, parce que Typhon, c'est aussi comment dirais-je, c'est un dieu ou une divinité qui intervient dans les processus, comment dirais-je, d'organisation du monde. Si vous voulez, l'organisation du monde est comprise d'une manière, au niveau de ses principes, comme la mise en ordre du chaos. Donc la formation du monde, la fabrication du monde, l'œuvre démiurgique, ouvrière de fabrication du monde, consiste à articuler ordre et désordre. Et cette articulation d'ordre et désordre, c'est d'un côté divers dieux, notamment on peut citer Apollon, et de l'autre, des dieux ou des divinités ou des puissances du désordre, et principalement Typhon, qui, vous savez que sa naissance a été, l'une de ses naissances en tout cas, il est apparu en déchirant le ventre de sa mère. C'est vraiment un violent. Et ensuite, il est cause, comme l'a rappelé Laure, d'un certain nombre de désordres ou de catastrophes. Mais ne l'oublions pas, avec les nerfs ou les tendons de Typhon, on peut aussi confectionner les cordes d'une lyre. Et ce que veut dire Platon, c'est que le monde est fait de dissonances maîtrisées, d'une association d'ordre et de désordre. Et c'est là que le mythe de l'Atlantide devient intéressant, parce que ce mythe n'est pas seulement l'histoire, probablement, enfin, de toute évidence fabuleuse, d'un continent qui se serait effondré au milieu de l'Atlantique, etc. C'est aussi l'histoire, également fabuleuse, mais très instructive. C'est ça, proprement, le mythe, selon Platon, le mythe de l'Atlantide. C'est également l'histoire d'une civilisation très puissante, celle des Atlantes, qui a été détruite par une autre civilisation, les Athéniens. C'est la lutte entre Athéna et Typhon, ou toutes sortes de puissances qui pourraient être associées à Typhon. Et si nous regardons les choses de plus près, comme Platon nous y invite, et comme les bons commentateurs de Platon, je veux dire les commentateurs antiques, nous y invitent, cette civilisation si remarquable des Atlantes, qui est décrite en nous montrant que tout y est très grand, les hommes y sont beaux et forts, les bâtiments sont immenses, les aménagements des villes habitées par ce peuple sont remarquables et gigantesques. C'est très facile à comprendre, cette cité, qui est belle, qui est grande, est la cité de la démesure et du désordre, en réalité. Alors qu'à Athènes, tout est proportionné. Et par conséquent, nous avons une lutte. Pourquoi les Athéniens, tout petit peuple, ont réussi à détruire, enfin, à se rendre vainqueurs
de cette civilisation effrayante, eh bien, les Athéniens sont un petit peuple, mais ils avaient Athéna avec eux, c'est-à-dire la déesse de la philosophie et de l'intelligence, et des armes. Elle est née toute armée. Ils ont à la fois la capacité de conduire des armées et d'être intelligents, et c'est pour ça qu'ils ont été vainqueurs de la démesure. Et vous voyez comment ce mythe, qui est en réalité politique, est extrêmement intéressant, puisqu'il n'y a pas à chercher bien loin pour voir à quoi ressemble cette civilisation atlantique. D'un côté, on peut évoquer, alors ça, Platon, évidemment, y pensait certainement, on peut évoquer la lutte, le combat historique entre les Grecs et les Perses, les guerres médiques qui ont eu lieu au siècle qui précédait Platon, et dans lesquelles, justement, un géant monstrueux et immense, l'Asie, a été vaincu par un petit peuple, par une alliance de petits peuples, dont les Athéniens. C'est la Grèce contre l'Asie. Mais si nous prenons les choses dans l'avenir, vous savez, et c'est un des intérêts du livre de Pierre Vidal-Naquet que j'évoquais, il y a eu beaucoup de récupération, et pas toujours innocente, du mythe de l'Atlantide. Et il est clair que le mythe de l'Atlantide a alimenté toute une mythologie que je dirais, pour ne nommer personne, un peu trop nordique. Et à ce titre, ce mythe de Platon a une signification politique puissante, à quoi il faut rattacher évidemment la catastrophe naturelle par laquelle je veux finir, puisque après la victoire des Athéniens sur les Atlantins, il y a eu une catastrophe épouvantable, le continent des Atlantes s'est effondré, la cité d'Athènes a été également recouverte par les flots et les cataclysmes, tout a disparu. Alors, ceci est sans rapport direct avec le mythe, mais signifie pour Platon que tout cela s'est oublié. Et par conséquent, vous me permettrez d'être un petit peu philosophe, ce qui est oublié, c'est pour nous ce dont il faut se souvenir. Je voudrais donc, comment dirais-je, arrêter cette petite introduction et écouter vos questions si vous en avez. Bien sûr. Merci pour ces deux introductions. À vous écouter, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est évidemment quelle est l'importance de celui qui écrit ces mythes. Vous avez évoqué évidemment l'Atlantide dans le Timée de Platon, vous avez aussi évoqué Hésiode tout à l'heure, l'Or de Chantal. La personne qui tient la plume lorsqu'il s'agit d'évoquer une mythologie donne évidemment une indication sur la motivation pour laquelle le mythe peut être raconté d'une manière différente et pour un objectif différent à ceux qui s'adressent. L'Or de Chantal. Alors, la notion d'auteur est très différente dans l'Antiquité. Elle est moins... on s'y attache moins, si vous voulez. C'est moins important. D'où toutes les querelles pour savoir combien était Homère, s'ils ont existé, est-ce que Hésiode a existé ou non. La notion d'auteur n'a pas l'importance qu'elle peut avoir aujourd'hui où des consignes à papier, il faut mettre 15 copyrights et écrire en gros qui l'a fait. Là, c'est pas du tout pareil. En revanche, naturellement que la question de l'auteur, enfin du genre, a une importance. D'abord pour des raisons de talent et de beauté, parce que la version racontée par Jean-Louis Poirier ou par Platon, tout de suite est tellement bien faite, tellement bien exposée, tellement bien dite, qu'elle va être amenée à rester. Et c'est tant mieux. Idem pour Hésiode, qui est un grec très beau, très pur et vraiment très fort et simple. Donc, elle a une importance tout simplement pour ça, parce que si c'est bien fait, si c'est réussi, ça marque plus les esprits. Mais aussi, effectivement, pour le registre dans lequel l'explication, je parlais d'expliquer l'inexplicable, de donner une représentation à un savoir qu'on ne maîtrise pas encore ou qu'on n'explique pas encore. Là, dans ce cadre-là, ça va être fondamental,
parce que naturellement, il va s'agir d'un texte de géographie, parce qu'on a un passage de Strabon notamment, qui parle du mythe de Typhée, et on va voir d'ailleurs, on peut voir dans ce passage qu'il s'agit là de l'explication de tous les phénomènes volcaniques et des chaînes volcaniques qu'il peut y avoir dans la région de l'Etna. Donc naturellement, ça va indiquer, ça va donner une importance de géographie, ou en l'occurrence là peut-être plutôt de géologie. S'il s'agit d'un texte théogonique, donc d'organisation, de récit d'organisation du monde, comme c'est le cas chez Hésiode, ça va être ça. S'il s'agit d'un texte de philosophie, ça va être une implication morale ou philosophique ou politique, comme l'a donné Jean-Louis. Donc le qui parle, il a cette importance de ce point de vue-là. J'ajouterai encore une autre chose qu'on n'a pas dit sur la pénétration de la mythologie dans l'imaginaire, et notamment l'imaginaire des Grecs. C'est que là, on est resté sur les textes, mais il faut bien garder en tête que dans l'Antiquité, la mythologie est vraiment partout. C'est-à-dire que Typhon, vous allez la voir si vous lisez, ou si on vous lit, ou si on vous raconte le mythe, mais également sur les murs de votre salon s'il y a une fresque, mais également sur le récipient dans lequel vous allez conserver votre vin. Donc, il faut bien voir aussi que la mythologie agit comme memento absolument partout. Voilà. Louis Poirier, qui parle a une importance, notamment particulièrement peut-être pour les philosophes. On pourrait évoquer, vous avez évoqué Platon tout à l'heure, on pourrait évoquer évidemment les épicuriens avec Lucrèce ou Sénèque, les stoïciens. Ils ont une manière peut-être un peu différente d'utiliser les mythes pour pouvoir appuyer leur organisation de pensée. Ah évidemment, il y a toujours comment dire, chaque auteur comment dirais-je, retravaille, exploite le mythe différemment. Mais ce qui est, je crois, intéressant, c'est que l'on prenne les auteurs les plus reculés, les plus anciens, comme Hésiode ou Homère, ou au contraire, des auteurs plus récents, puisque nous avons beaucoup de mythes qui nous sont rapportés par des auteurs vraiment de la fin de l'Antiquité, qui recueillaient, les mythographes qui recueillaient les divers mythes, et qui sont très précieux pour que nous puissions en prendre connaissance. À chaque fois, le problème est de savoir d'où vient le mythe. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs brodent à ce sujet, c'est-à-dire soit ils se prétendent avoir reçu une sorte de révélation, ou ils prétendent au contraire inventer, ou ils prétendent qu'ils répètent ce qu'on leur a raconté. Il y a toujours, presque toujours, une présentation du mythe par laquelle l'écrivain se désolidarise en quelque sorte du mythe, explique que non, c'est un discours qu'il reçoit d'ailleurs et qu'il transmet. Et je dirais que ce qui est très intéressant donc dans ce phénomène de la mythologie, c'est que nous avons affaire du début à la fin à une problématique de la transmission, et qui prend divers aspects. Pour rappeler, vous venez de rappeler le cas du dialogue de Platon qui s'appelle le Timée. Vous savez comment il y a des mémoires qui s'emboîtent les unes dans les autres, puisque l'auteur du récit, Solon, rapporte un récit qui lui a été fait aussi par quelqu'un qui, etc. Il y a un passage, j'allais dire, de témoins, qui n'ont rien vu à chaque fois, ce qui enveloppe le mythe dans une forme de mystère, justement, qui fait partie à la fois de son charme, mais aussi peut-être de sa puissance. Alors, à ce titre, c'est un genre littéraire, bien entendu, mais c'est un genre littéraire d'une extrême variété, et qui porte en lui peut-être quelque chose avant les inventions littéraires modernes que nous connaissons de nos jours, une certaine manière de subvertir les formes littéraires elles-mêmes. Est-ce qu'on peut évoquer peut-être la question du prodige, c'est-à-dire
longtemps, les catastrophes naturelles ont été vécues comme des prodiges, c'est-à-dire une manière pour les dieux de s'exprimer, d'exprimer notamment éventuellement leur colère. Lors de Chantal, naturel qui pouvait avoir lieu de temps en temps autour de l'Antiquité, était forcément immédiatement interprété comme un message qu'il fallait décrypter. Et à qui revenait-il de décrypter le message qui était envoyé? Alors, quand il s'agit d'un mythe, par définition, il se passe dans la nuit des temps. Donc, ce n'est pas une catastrophe qui vient d'arriver. Si vous voulez, le prodige, la météorite qui vous tombe dessus un beau matin, elle n'est pas du ressort de la mythologie ou pas encore. Là, effectivement, ça va être, comme vous l'avez dit, un prodige, une merveille qui va être expliquée, donc pour les Romains surtout, par les prêtres. Voilà. Mais la mythologie, elle, une de ses caractéristiques, c'est toujours d'être dans un temps très lointain et d'avoir un message, comme l'a dit Jean-Louis, la transmission est essentielle, et d'avoir un message à transmettre pour le présent, pour le futur. Donc de venir d'un temps passé pour communiquer jusqu'à nous et pour devoir être répercuté. Donc on est dans deux ordres d'idées différents. Si vous voulez, si il y a une météorite qui vous tombe sur le nez, vous allez pouvoir effectivement vous référer à un mythe pour qu'il vous donne une forme d'explication sur un phénomène parallèle qui serait passé, mais avant. De même que, je ne sais pas, il vous arrive une catastrophe, un attentat ou quoi au caisse, vous allez vous tourner vers un texte qui va vous donner la voix. Et c'est pour ça que le livre de Jean-Louis Poirier, L'Antiquité en détresse, est si important maintenant, c'est qu'il vous donne la voix du passé face à des phénomènes semblables. Oui, mais pas comme explication tout de suite. Voilà. Jean-Louis Poirier. Est-ce que je peux ajouter une petite observation, histoire de, comment dirais-je, de renverser un peu, le chien dans le jeu de quilles? Parce que Laure a pris l'exemple du météorite, mais à ma connaissance, alors je ne sais pas tout, il n'y en a pas tant que ça dans l'Antiquité, ça n'a jamais entraîné, à proprement parler, des catastrophes meurtrières. Alors il y en a un, mais justement c'est très intéressant. Il y a le fameux météorite d'Égos-Potamos, comme on dit. C'est le seul que je connaisse. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais celui-là, il a conduit pas tellement vers les dieux, mais vers les philosophes et les physiciens, qui en ont profité pour dire, vous voyez bien que ce qui vient du ciel, ce ne sont pas des dieux, ce sont des pierres. Il y avait, dès la plus haute antiquité, les philosophes physiciens, comme on dit, étaient des gens extrêmement rationalistes et sérieux, et qui en général récusaient les explications à base d'intervention des dieux ou de mythologie. Et le météorite, justement, d'Égos-Potamos, qui a un peu défrayé la chronique dans l'Antiquité, était, pour ces physiciens, Aristote en parle aussi, un exemple de la preuve que les corps célestes ne sont pas divins, mais sont des pierres, tout simplement. Donc, c'est compliqué, la présence de la mythologie. Par ailleurs, en ce qui concerne justement les catastrophes, enfin, celles qui sont meurtrières, l'explication, les choses se tiennent en parallèle. Par exemple, vous voyez que pour les tremblements de terre, ça dépend des catastrophes évidemment, hein, mais pour les tremblements de terre, il y a un courant d'explication rationnelle qui existe depuis la plus haute antiquité, que ce soit chez les philosophes physiciens, que c'est extrêmement développé chez Aristote, ce n'est pas du tout les dieux qui provoquent les tremblements de terre, si on suit Aristote et la tradition qu'il développe. Mais cela n'empêche pas qu'à côté, il y a évidemment, comment dirais-je, socialement parlant, des réactions qui mettent en cause la colère de tel ou tel dieu. Alors là, on peut prendre évidemment quelques exemples. Il y a eu un tremblement de terre prétendument universel, enfin qui aurait, ou à peu d'intervalle de temps,
beaucoup de pays de la Méditerranée auraient été ravagés par des tremblements de terre au IVe siècle après Jésus-Christ. Et là, la réaction a été de penser que c'était... Alors, ce tremblement de terre, dit tremblement de terre universel, est intervenu peu de temps après la mort de cet empereur que tout le monde connaît, Julien l'Apostat, qui était un empereur tout à fait opposé au christianisme et qui était donc encore au IVe siècle après Jésus-Christ un défenseur du paganisme. Et donc il est mort à la guerre dans des conditions dramatiques. Et il y a eu après ce prétendu tremblement de terre universel. Et on a dit que c'était la colère des dieux après l'assassinat de Julien l'Apostat. Vous voyez comment, ici, ce n'était pas... Enfin, c'était, disons... Enfin, on peut dire que c'est une explication. Ce n'est pas une explication scientifique, mais c'est une explication qui vise à manipuler, atteindre l'émotion ou le sentiment des gens, les réactions émotionnelles des gens. Alors ça, c'est une chose qui était constante dans ce genre de catastrophe qui était malheureusement, qu'il est toujours d'ailleurs très fréquent en Méditerranée, les tremblements de terre. Bon, il y avait après des rites, on faisait des sacrifices aux dieux, etc. Enfin, il fallait rendre aux dieux ce qui devait leur être rendu. Mais ceci était parallèle d'un mouvement d'explication qui existe depuis très longtemps. Alors évidemment, il y a d'autres formes, d'autres catastrophes. On peut évoquer bien sûr les épidémies. Là, la réaction est également... On pourrait penser à cette tragédie de Sophocle et d'Hyproie, où précisément ça commence par une épidémie. Et on accuse évidemment le prince Édipe d'être par... on ne sait quoi, enfin, on le sait à peu près, d'être la cause de cette colère des dieux qui envoie la pestilence. Donc on cherche évidemment toujours, ce qui est une façon, je ne vais pas vous expliquer ça, assez peu rationnelle de considérer les choses, on cherche des coupables. Et donc, ou bien les dieux, ou bien de mauvais agissements à l'égard des dieux. Il y a une intuition absolument extraordinaire en fait chez eux, c'est-à-dire que la mythologie intervient pour éventuellement permettre d'expliquer une intuition formidable qui est que les grands mouvements géologiques, les grandes catastrophes naturelles ont participé de la fabrication du bassin méditerranéen finalement. C'est-à-dire notamment, est-ce qu'il n'y a pas une... Il me semble me souvenir d'un mythe qui explique la séparation de la Sicile avec l'Italie et de la création de la mer Égée. Est-ce que finalement c'est le raccord entre une explication physique et une interprétation, parce qu'on n'a peut-être pas tous les éléments pour comprendre comment ça a pu se faire, qui permet de mieux comprendre cette mythologie et la physique qui tout à fait, nous avons un certain nombre de mythes qui renvoient... Alors, bon, la formation du bassin méditerranéen, bon, comme vous le savez, hein, ce n'est pas un privilège du bassin méditerranéen, mais l'ensemble de la Terre a connu une période de... Enfin, il connaît toujours une période de mouvements sismiques et d'autres mouvements qui contribuent à lui donner le visage qu'elle a à chaque époque. Et dans l'Antiquité grecque, il y a effectivement, ça me paraît, évidemment, je n'ai pas beaucoup d'arguments pour affirmer cela scientifiquement, mais il est presque certain qu'il y a une mémoire vraisemblablement très lointaine de ces grands événements qui intervient dans les mythes, notamment les mythes de déluge, par exemple, comme le mythe de Deucalion ou d'autres mythes qui rapportent des déluges ou des raz-de-marée ou des choses comme ça qui ont été incontestablement non pas vues par ceux qui les racontaient, mais voilà des histoires dont on se souvient et qu'on transmet. Cela me semble peu discutable, même si je ne peux pas en être certain, évidemment. Laure de Chantal, est-ce qu'il y a d'autres mythes qui interviennent, dont vous pourriez nous parler, qui permettent d'expliquer ces phénomènes naturels? Des mythes qui permettent d'expliquer les phénomènes naturels. Il y a donc celui qu'on a vu de Typhon. Il y a aussi tous les mythes qui sont là pour l'astrologie, qui sont ce qu'on appelle les catastérismes, qui racontent la formation des astres et des étoiles et de notre Voie lactée.
pense à ceux-là comme les plus évidents. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, oui, la mythologie est, vous avez employé le terme d'intuition, mais je vous dis, c'est plutôt, on est plus dans l'ordre d'expliquer ce qu'on ne maîtrise pas encore par des chiffres, des codes, des théorèmes ou des mots. Donc, expliquer ce qui est encore inexplicable et parfois être juste, comme on l'a vu là à l'instant avec Jean-Louis Poirier. Est-ce qu'il y a une tentative de moralisation des comportements humains à travers l'explication mythologique des catastrophes naturelles? Tout à l'heure, Jean-Louis Poirier a parlé des tremblements de terre universels qui sont passés au moment de la mort de Julien Laposta. Et je crois que les exégètes chrétiens ont tenté peut-être d'expliquer ces catastrophes par un message divin. Est-ce que l'idée de moralisation des comportements humains apparaît clairement ou pas dans cette mythologie? Oui et non, comme toujours, je répondrai que ça dépend. C'est-à-dire, je pense qu'avec la mythologie grecque classique traditionnelle, il ne faut pas attendre une moralisation excessive dans la mesure où, si on les prend au pied de la lettre, les histoires racontées dans les mythes, Platon dénonce la chose d'ailleurs, les histoires racontées dans les mythes sont ordinairement assez peu morales. Le comportement des dieux n'a rien d'exemplaire. Et puis, comment dirais-je, vous me permettrez de dire ici un peu publiquement mon amour de l'Antiquité. L'Antiquité est une période d'admirable et de grande liberté morale. Ils ne sont pas outre mesure moralisateurs. En revanche, et ce que vous avez dit est très intéressant, je rebondis là-dessus, bon, c'est vrai qu'avec le christianisme, le rapport des catastrophes naturelles et de la référence aux dieux change, se prolonge mais change. C'est-à-dire dans le cas des classiques, surtout de la mythologie romaine, on attribue les tremblements de terre ou diverses catastrophes à la colère des dieux. La colère des dieux n'étant pas due au péché des hommes, mais étant due à telle ou telle jalousie, tel ou tel problème tout à fait concret et n'ayant aucun sens moral. Au contraire, avec le christianisme, il y a un certain nombre de prédicateurs qui s'emparent de cet événement. Alors, soyons justes. D'un côté, il y a, avec le christianisme, est apparu, et s'est développé ensuite, un incontestable rationalisme. C'est-à-dire, les chrétiens ne prétendent pas expliquer les tremblements de terre par la colère des dieux. Ça, si c'est le cas, c'est une survivance. Ça, c'est païen. Et encore, je vous l'ai montré, il existait une science dans l'Antiquité qui se passait de la colère des dieux pour expliquer ou tenter d'expliquer les choses. Donc, le christianisme ne tente pas d'expliquer les catastrophes naturelles par la colère de Dieu, mais en revanche, il essaye, et c'est ça que font un certain nombre de prédicateurs, il essaye d'attirer l'attention des hommes sur leurs conditions à partir des événements dramatiques qui peuvent arriver. C'est-à-dire, c'est une occasion de produire une sorte d'examen de conscience, le mythe. C'est cette veine que travaillent les prédicateurs. Donc, ce serait une forme de superstition que le christianisme a été le premier à écarter que de dire c'est parce que Dieu m'en veut que ma maison s'est écroulée. En revanche, il est chrétien de dire si ma maison s'est écroulée, je découvre la fragilité de toute chose, etc. Et combien je suis un pauvre pécheur, etc. Vous voyez la différence et l'évolution par rapport aux catastrophes naturelles. Est-ce que l'éruption du Vésuve en 79 et l'ensevelissement d'Herculanum et de Pompéi a donné lieu à des explications particulières lors de Chantal? Est-ce que c'est un raccord, encore une fois, avec la mythologie, ou alors est-ce qu'on tente... Est-ce que même les effets, j'allais dire, de cet événement auront des conséquences sur la façon soit de construire, soit d'installer une ville, soit d'être proche ou loin du Vésuve? Est-ce que tout cela finit par avoir des conséquences sur l'organisation des villes et des maisons chez les êtres humains? Alors là, on sort un petit peu de la mythologie parce que la catastrophe de 79 n'a rien d'un mythe, n'a rien d'une intuition
mythologique. Elle nous est rapportée par une lettre de Pline le Jeune qui est absolument magnifique, où il raconte comment ça s'est passé et puis comment Pline l'Ancien va jusque là-bas, les gens qui sont sauvés. Donc on a vraiment un récit très précis de cette catastrophe-là. Vraiment, c'est pas très long. Je recommande à tout le monde de le lire parce que c'est un très beau texte. Et alors, est-ce que ça a changé comment dire? Il y a toujours des maisons dans ces endroits-là. Donc, si vous voulez, ça n'a pas changé bien longtemps les choses. Et nous-mêmes, si nous allons au musée, nous contemplons ces fragments, enfin ces corps qui sont complètement recroquevillés sur eux-mêmes avec des visages très grimaçants. On ne sait pas si c'est la souffrance, de la terreur, on ne sait pas ce qu'il y a. On peut, je dis nous, hein, c'est pas nous les gens qui sont présents ici, mais on peut très bien aller à ce musée-là et puis se faire construire une magnifique maison avec piscine inondable sur une zone sismique. Donc, il n'y a pas eu valeur de... comment dire? Il y a eu valeur de souvenir, de mémoire. Enfin, c'est notre rapport avec la mémoire et avec le souvenir là, qui est en jeu. C'est-à-dire que, oui, ça change les choses, mais ça ne les change pas radicalement. On continue à faire les mêmes erreurs. Là, ça c'est, je pense, assez bien vu avec ce qui vient de nous arriver, où chaque pays, à peu près avec une semaine de décalage, a refait exactement les mêmes erreurs, tout en ayant le modèle de ce qui s'était passé dans le pays juste avant. C'est notre rapport, enfin notre potentiel d'erreur qui, effectivement, grâce à ce qui arrive, peut être amélioré, enfin, peut être diminué, mais ça ne marche pas en une seule fois. Et pour parler à nouveau de transmission, parce que je pense que c'est vraiment ça qui est important dans l'Antiquité et les catastrophes naturelles, un bon texte, un texte de Platon, un texte de Vidal-Naquet ou un texte d'Homère, ou l'explication qui en est faite brillamment par Jean-Louis Poirier, a meilleure valeur d'exemple et un exemple plus fort et plus puissant parce qu'il bénéficie du génie de son auteur que quelque chose qui arrive dans un temps présent ou passé. C'est là que se joue, à mon avis, la bonification et puis l'accroissement de l'intelligence d'une civilisation, encore plus que dans le vécu et dans l'expérience. Ouais, je voudrais rebondir un petit peu, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Laure, à propos de l'éruption du Vésuve. Alors bien entendu, là, ce qui est intéressant paradoxalement, c'est qu'il n'y a apparemment, hein, aucun prolongement ou aucune relation avec la mythologie. Là, vraiment, cette catastrophe a été vécue pour ce qu'elle était, une catastrophe naturelle. Mais il y a des choses très intéressantes, parce que si j'ai mis dans le petit livre les lettres de Pline, c'est que ça nous montre un comportement scientifique. Alors, ça a été tourné en dérision, mais à mon avis, d'une manière tout à fait injuste, parce qu'on sait que donc Pline l'Ancien est allé voir de près ce qui se passait, et puis qu'il a dit qu'on m'apporte à manger, je veux dormir, etc. Et bref, il a été asphyxié. Alors, on a moqué la chose en disant qu'il était stupide. Je ne crois pas, en tout cas, ce n'est pas ce que le texte dit. Ce que le texte dit, c'est que, et je crois que c'est un rôle du savant que nous ne devons pas oublier aujourd'hui, Pline avait dans l'idée que sa mission était évidemment de comprendre, d'aller voir le phénomène de près, mais aussi, et ça c'est très important, sa mission était de rassurer. Et donc, il a pris un comportement tout à fait normal, il a refusé de s'affoler avec les gens, etc. Et pour donner l'exemple,
d'un savant qui restait impavide devant ce genre de phénomène. Alors évidemment, il aurait peut-être mieux fait de s'enfuir, hein, je ne dis pas le contraire, mais ce que nous devons retenir, c'est cet exemple remarquable d'une attitude qui est vraiment scientifique, ne pas créer la panique, ne pas s'affoler, essayer simplement de comprendre. Et pour répondre à l'autre partie de votre question concernant les réactions, je crois que ce qu'il faut noter d'une part, ça c'est le point de vue très général, c'est que à cette époque, c'est ça qui fait une grande différence avec ce qui se passe de nos jours, depuis d'ailleurs pas si longtemps que ça, depuis à peine 1 ou 2 siècles. À cette époque, les pouvoirs publics ne se souciaient absolument pas de cette question de protéger des catastrophes naturelles, de protéger les peuples des catastrophes naturelles. Ce n'était pas le problème. Et par conséquent, peut-être parce qu'on les vivait comme inéluctables, et par conséquent, pratiquement jusqu'au Moyen-Âge, les pouvoirs publics ne faisaient rien. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne faisait rien du tout, mais ce n'était pas les pouvoirs publics. D'un côté, il y a un point, je voudrais reprendre sur 2 points. D'abord, en ce qui concerne par exemple les épidémies, alors dans l'Antiquité, on ne savait rien faire. Mais on commençait à avoir un certain savoir-faire qu'on n'avait pas encore transféré par rapport aux animaux. C'est-à-dire les éleveurs avaient l'expérience des épidémies sur leur bétail et ils avaient compris, d'une manière qui n'était évidemment pas scientifique, ils avaient compris ce que c'était que la contagion. Ils savaient qu'il fallait ou abattre le troupeau ou l'isoler. Ces techniques nous viennent de l'Antiquité. Alors évidemment, quand il s'agit d'êtres humains et d'épidémies chez les hommes, abattre le troupeau, c'est quelque chose, vous en conviendrez, et qui pose problème. Mais dans le cas du bétail, on avait une approche presque scientifique de la notion de contagion, qui autrement était vécue de façon tout à fait, comment dirais-je, aveugle au niveau des épidémies chez les peuples ou chez les hommes. L'autre point concernant les constructions. Alors, en ce qui concerne, je ferai une distinction par rapport à ce qu'on a rappelé. Bon, dans le cas des zones sismiques, dans l'Antiquité, sauf vraiment à la fin de l'Antiquité, dans certains cas que je vais évoquer, on ne sait pas. En revanche, je pense qu'on savait, ne serait-ce que par expérience empirique, repérer les zones volcaniques et éviter les constructions directement sur les pentes des volcans dans certains cas. Disons que plus ou moins timidement, mais au niveau, encore une fois, des individus. On préférait ne pas construire sa maison trop près du cratère. Voilà. En revanche, pour les constructions antisismiques, il y a un exemple. C'est le temple de Diane à Éphèse, où il y a eu également la reconstruction après un tremblement de terre de la basilique Sainte-Sophie. Vous voyez que ça nous met dans une antiquité déjà assez tardive. Mais l'architecte de Sainte-Sophie avait repéré ce qui était extrêmement juste, les points par lesquels les constructions se fragilisaient. Il avait repéré que les coupoles étaient plus fragiles que les murs bien soutenus, etc. Et donc, on a tenu compte de cela pour la reconstruction de Sainte-Sophie. Et l'autre exemple, alors qui est un peu un contre-exemple, pour la reconstruction du temple de Diane à Éphèse, on savait que c'était sismique, et pour éviter des problèmes, on l'avait construit sur des matériaux extrêmement doux et souples, sur des terrains marécageux, ce qui, d'après ce que disent les savants contemporains, était exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Mais enfin, il y avait intentionnellement un effort pour s'adapter aux conditions sismiques du terrain. Merci beaucoup, Jean-Louis Poirier. Le moment est venu peut-être pour ceux et celles qui le souhaitent, parmi nos amis internautes, de poser leurs questions. Le mieux est que vous ouvriez votre micro et que vous posiez votre question à Laure de Chantal et Jean-Louis Poirier. N'hésitez pas à vous lancer. Il y a peu de questions pour l'instant. Allez-y, même les lycéens, surtout, n'hésitez pas. Vous avez l'occasion d'avoir 2 personnes spécialistes de ce sujet devant vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Alors, j'ai pas réussi à activer ma vidéo. C'est pas grave, on vous entend très bien. On vous entend, oui. D'accord, donc je suis étudiante à Paris-Saclay en création littéraire. Je vous remercie pour votre intervention vraiment enrichissante. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a dans la littérature contemporaine une réécriture du mythe de Typhon? Et si c'est oui, est-ce qu'il a toujours en fait le même rôle qu'il avait dans l'Antiquité, c'est-à-dire intervenir pour refabriquer ou réorganiser le mythe? Laure de Chantal, vous voulez... Ah, alors je sais qu'il est présent dans certains mangas. Donc, vous pouvez le retrouver là, comme ça, dans un texte très contemporain de littérature. Non, ça ne... Je vais penser à des choses, mais qui sont plus vraiment contemporaines, qui vont être anciennes. Donc, je recommanderais de se tourner vers le manga. D'accord, merci. Je vous en prie. Mais ça demande, si vous êtes en création artistique, ça demande qu'à être réactivé et à vous éventuellement de vous essayer d'écrire une nouvelle version du mythe. Oui, peut-être. C'est surtout que c'est un peu actuel en fait. Ben ouais, c'est une bonne idée. Une autre question peut-être? Je vais me permettre d'en poser une parce qu'effectivement, je rappelle que le Festival des langues classiques a pour vocation de couvrir 3 aires culturelles qui sont effectivement l'ère latine, l'ère grecque mais aussi l'ère chinoise. Moi, je me posais la question de savoir si effectivement on retrouvait dans certains récits et certains textes chinois cette fois, notamment du Haut-Empire, des références ou des référents à ce type de phénomènes et de leurs implications et de leur sur le plan justement philosophico-intellectuel, puisque là, en l'occurrence, on voit bien, et littéraire, on voit bien comment ces phénomènes naturels sont prégnants dans des interprétations qui vont aller chercher dans la mythologie, certes, mais aussi dans le domaine du récit et de l'imaginaire. Alors, il y a un des grands éditeurs de Hésiode qui s'appelle Martin West, qui a fait beaucoup d'études sur, si vous voulez, les voyages des mythes, comment un mythe pouvait venir d'une civilisation à une autre. Il parle énormément de l'Inde. Et dans le cas de... Mais malheureusement, il ne va pas jusqu'à la Chine. Voilà, c'est le propos que je voulais dire. Mais dans le cas de Typhon, puisque c'était un des sujets qui était exposé aujourd'hui, on le retrouve dans la mythologie ourite d'une manière vraiment importante, à tel point que donc il y a des études de Martin West ainsi que de Francis Vian aussi, qui est un autre grand savant, un peu plus tardif, du XXe siècle, pour étudier ces liens. On retrouve dans la mythologie ourite avec le géant Tiamat, et également dans un texte qui s'appelle Enuma Elis, qui est aussi un des textes dont on pense qu'il a eu une des sources communes à Hésiode et la Bible. Voilà, il y aurait eu un texte manquant, si vous voulez, qui aurait servi de modèle à ces trois-là. Voilà, mais donc je vous dis malheureusement pas vers l'Orient, mais pas si loin. Très bien. De ce que j'en sais, mais Jean-Louis peut-être connaîtra. Non, je suis admiratif devant cette science et votre question est effectivement passionnante pour autant que vous donnez des indications de réponse. Non, ce que je pourrais peut-être juste indiquer, c'est qu'on trouve dans les textes que nous avons, les textes donc gréco-latins, on trouve un certain nombre de choses qui ont vraisemblablement, selon moi, un lien avec la science chinoise. Alors, je ne sais pas dans quel sens est-ce que ces textes s'inspirent de la science chinoise ou l'inverse. En ce qui concerne vous savez que les tremblements de terre sont imprévisibles. Alors, ils sont imprévisibles. Il y a néanmoins, et on les connaissait dans l'Antiquité, un certain nombre de signes annonciateurs, et qui sont incontestablement des signes annonciateurs.
certaines transformations de l'eau des puits, certains comportements des animaux, etc. Or, ce que je sais, mais je ne sais pas dans quel sens ça se passe, c'est que les Chinois, qui connaissent eux aussi malheureusement les tremblements de terre, connaissent, et depuis très longtemps, ces signes. Donc peut-être les philosophes antiques qui ont rappelé ces signes avaient-ils subi des influences orientales? Je n'en sais rien. Oui, mais enfin, bon, quelques ouvrages se sont portés sur effectivement les connexions par la route, les routes de la soie. Il y avait des connexions, oui. Entre le monde occidental, on va dire, et l'univers chinois. Effectivement, ces références, mais effectivement, pas forcément dans le champ de la grande catastrophe. C'est vrai que là, je n'ai pas en tête de récits ou de références directes. Y a-t-il d'autres questions? Puisqu'il nous reste quelques minutes, moi j'en ai une dernière pour vous deux, c'est la place, le rôle du vent notamment. Jean-Louis Poirier, vous venez de parler des tremblements de terre. Si je me souviens bien ou si j'ai bien lu, j'ai l'impression qu'à l'époque, les tremblements de terre sont interprétés comme une espèce de soulèvement lié à des courants de vent souterrains qui viendraient soulever la terre avant l'explication par les plaques tectoniques. Oui, à peu près jusqu'au XVIIIe siècle, même chez Kant, c'est cette théorie des vents qui est avancée. Voilà. Nous savons de nos jours qu'elle n'a pas de réel fondement scientifique. Mais descriptivement, on a peut-être constaté des choses qui conduisaient à ce genre d'analyse. Mais les vents renvoient, pour répondre justement à la question qui était posée tout à l'heure, renvoient incontestablement encore à typhon. Ça, c'est... Sous un tremblement de terre, il y a forcément du typhon. Laure de Chantal, un dernier mot avant de nous séparer. Oui, alors le dernier mot, en fait, c'est une question que je vois sur mon chat, mais je pense qu'elle s'adresse plutôt à Jean-Louis Poirier. Pourrait-on mettre en parallèle, alors je la lis en remerciant l'auteur, pourrait-on mettre en parallèle les mythes de l'Atlantide, la tour de Babel et de la ville d'Is? Merci pour la conférence. Voilà. Alors, la tour de Babel, je sais que c'était un sujet qui t'inspire. Il faut que j'essaye de répondre. Alors, je répondrai d'abord, pas exactement si on veut des parallèles, puisque ces trois mythes n'ont pas de rapport direct, c'est moins que dire, sauf peut-être le mythe concernant la ville d'Is. Alors, dans le cas de la ville des cités englouties, il y a évidemment ce rapport extérieur et descriptif de la cité engloutie et de la poésie qui s'attache à la cité engloutie. Alors, en ce qui concerne l'Atlantide, bien entendu, c'est comme ça que ça se termine, mais ça n'est pas ce qui est développé dans Platon. En revanche, c'est développé et bien analysé, sauf erreur de ma part, chez Ovide. La poésie de la ville engloutie, qu'on retrouvera après à propos d'Is chez Renan, par exemple, la poésie de la ville engloutie est quelque chose est un thème poétique incontestable et sinon universel, en tout cas très, très répandu. Maintenant, en ce qui concerne la tour de Babel, votre question s'apparente aux nombreuses questions qui pourraient être posées sur les rapports qu'il y a entre la mythologie grecque ou les traditions mythologiques grecques et disons, les récits bibliques, puisque on trouve dans Homère, si je ne m'abuse, alors je suis incapable de vous dire de mémoire, de vous donner la référence exacte, mais on trouve une histoire comparable, ou en tout cas qui a été dans l'Antiquité comparée à celle de la tour de Babel chez Homère. Il y a donc ce genre de rapprochement des constructions gigantesques s'élevant jusqu'au ciel et entraînant éventuellement des dissensions. C'est un thème que l'on retrouve aussi bien dans la mythologie grecque que dans les récits bibliques. De même, pour prendre d'autres exemples, alors là, c'est constant et c'est, comment dirais-je, extrêmement frappant. Adam et Ève. Adam et Ève, la création de la femme, c'est le mythe du banquet d'Aristophane dans le banquet de Platon.
où, en coupant l'androgyne en deux, on fait un homme et une femme. Je vous fais remarquer que c'est pareil dans la Bible. La création de la femme est obtenue en coupant en deux celui qui a été créé, dit la Bible, homme et femme. De même, il y a un certain nombre d'autres éléments qu'on peut retrouver dans chacune des deux traditions, ce qui a donné l'occasion à certains auteurs d'accuser Platon ou d'accuser les Grecs d'avoir copié ou de s'être inspiré des récits venus d'Orient. Je me permets de rebondir sur ce point pour revenir un peu sur un des points qui me tient à cœur, qui est toujours de rattacher ces traditions, on va dire, gréco-romaines à la dimension, à une perspective chinoise. À un moment donné, les catastrophes naturelles se trouvent rattachées à la question du mauvais gouvernant, qui est quelque chose de très, très typique là, pour le coup chez les Chinois. Le mauvais gouvernant entraîne forcément la catastrophe sur l'ensemble de son peuple. On parlait tout à l'heure de l'empereur Julien. Bon, personnellement, il m'est cher, ce cher Julien dit l'Apostat, mais surtout quand Amiens Marcellin en parle. Mais est-ce qu'on peut faire un peu plus cette filiation, enfin, cette articulation entre le monde gréco-romain et le monde chinois à travers cette question du mauvais gouvernant, qui est vraiment, pour le coup, très présent dans le monde chinois? Oui, là, écoutez, vas-y, Laure. Oui. Je pense que ça, comme toujours avec le mythe qui a un caractère protéiforme et qui arrive à faire cerner différentes questions, celle que vous posez sur la question du mauvais gouvernant, pour les mythes dont on a parlé aujourd'hui, peut nous permettre d'avoir une autre lecture. Parce qu'effectivement, on peut très bien voir la lutte qu'il y a entre Typhée, soit entre Typhon et Athéna, soit entre Gaïa et Zeus, comme justement une question politique de comment se révolter et qui doit gouverner. Et ça mettrait en avant le fait que tout gouvernant, à un moment ou à un autre, est critiquable et peut être renversé. Puisque c'est ce qui peut se passer avec le mythe de Typhon. L'ordre olympien est sur le point de vaciller. Donc le mauvais gouvernant, il est toujours présent dans tous les gouvernants. Voilà ce que pourrait nous raconter ce mythe-là. Merci beaucoup. Bien. Je crois que c'est le moment. Olivier, en tant que maître de cérémonie. C'est l'heure de nous séparer. Malheureusement, je voudrais remercier nos deux invités parce que je crois que cette rencontre était absolument passionnante. Donc, merci à vous de nous avoir guidés sur ces chemins de la mythologie et des catastrophes naturelles. Et puis pour les autres, je crois qu'on peut se retrouver un petit peu plus tard, dans une quinzaine de minutes, pour parler de Tolkien et des langues antiques. Merci en tout cas Jean-Luc Parlier, Laure de Chantal, c'était vraiment passionnant. Et merci d'avoir participé même dans ces conditions un peu spéciales. Oui, un tout petit dernier mot, juste un dernier mot pour dire que j'espère qu'on vous l'aura montré tous les deux, ne serait-ce que par nos âges canoniques respectifs. La mythologie, ce n'est pas forcément quelque chose pour les enfants, ça peut porter une réflexion très profonde. Ou alors les enfants se posent toutes les questions profondes et on a toute la vie pour y répondre. Mais en tout cas, je vous invite à en lire sous quelque forme que ce soit. Voilà. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci Olivier. À tout à l'heure pour la suite de ce festival. Le sujet suivant, Lannes va nous amener au cœur de notre fil directeur qui est Tolkien. Donc à 10h30, nous attaquerons la vaste question du rapport de Tolkien avec